Sa thèse, c'est d'expliquer que s'il y avait moins de déséquilibre en Europe, moins d'hétérogénéité, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre entre les pays européens. Là, les pays européens, non seulement ils sont hostiles les uns aux autres, l'Europe est divisée, mais ils ne se ressemblent pas. Ce qui est peut-être différent aujourd'hui. Que, par exemple, je ne suis pas sûr que le Montana ou le Dakota aient le même niveau de développement que la Californie, ni que la Roumanie soit aussi riche que l'Allemagne, mais malgré tout, il y a plus de points communs peut-être que de différences. Donc il y a moins de facteurs de guerre. Alors dans le documentaire, vous avez remarqué 2 ou 3 idées peut-être, Esther? Tout d'abord, il y avait des équilibres. Je vous signale que c'est Esther qui travaille, que si vous avez des notes de participation à la fin du trimestre, pour aujourd'hui, on sait qui la mérite et qui la mérite pas. Bon. Oui, c'est mon sujet. Oui, mais ça n'empêche qu'elle a déjà répondu à la question d'avant qui n'était pas son sujet, alors qu'il y en a qui étaient soi-disant chargés de le faire et qui n'ont pas été capables. Bon, alors si vous voulez qu'on puisse faire des petites vidéos qui soient utiles aux gens qui ne sont pas là, il faudrait que vous soyez super performants quand même. Alors, donc globalement, quelques exemples. Tout d'abord, il y a des déséquilibres démographiques. Oui, alors il y a même des exemples qui sont donnés. Ça fait référence à un truc que Lucia avait abordé tout à l'heure, à l'avance. Et il y a aussi des différences dans la classe. Les gens qui font des hors-sujets et des gens qui anticipent sur la question d'après. Bon, alors c'est bien d'anticiper sur la question d'après, mais des fois ça désorganise le plan. Mais elle en a déjà parlé, elle, tout à l'heure, alors qu'on lui demandait rien. Hop, elle est partie là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme des équilibres démographiques que vous avez repérés, par exemple? Alors, tout d'abord, la France, c'est plus vraiment... c'est plus vraiment le berceau de l'Europe. Oui, c'est plus la grande puissance démographique qu'elle était avant les guerres napoléoniennes, où on disait que c'est la petite Chine de l'Europe, parce qu'il y avait 36 millions de Français, c'était plus que les Allemands, les Italiens et les Espagnols réunis. Là, pas du tout. On voit 40 millions de Français, il y a déjà 60 millions d'Allemands. Mais vous savez pourquoi? C'est là que je vous dis que Luciane en parlait tout à l'heure, elle a parlé de la transition démographique. Vous savez qu'en France, dès le XVIIIe siècle, les femmes ne font plus que 2 enfants chacune en moyenne. Alors que les Allemandes, à l'époque, on fait encore 4 ou 5. C'est pour ça qu'on vous dit, on s'inquiète en France de la démographie allemande. Pourquoi on s'inquiète de la démographie allemande? Pas comme aujourd'hui, où on s'inquiète parce qu'on dit qu'ils sont plus nombreux que nous au Parlement européen, donc c'est eux qui peuvent décider, ils ont la majorité. Non, c'est l'époque, si on fait la guerre, ils auront plus de soldats. Donc il y a des équilibres démographiques, vous voyez, qui tiennent à des avancements différents dans la transition démographique. Il y a des pays qui sont en avance dans la transition, mais à l'époque, on ne sait pas qu'elle va avoir lieu. On ne sait pas qu'on est en avance. On a l'impression qu'on est en crise. C'est pas normal que les gens fassent si peu d'enfants. Pourquoi les femmes françaises n'en font que 2? Surtout que c'est moral. Et comment vous allez faire pour n'avoir que 2 enfants, les filles? Il n'y a que 2 moyens, je vous signale. Pour ne plus faire d'enfants? De ne pas avoir d'enfants, de n'en avoir que 2 dans votre vie de femme. Comment vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire plutôt? Utiliser des préservatifs. Si vous voulez. Ben si, vous allez utiliser par exemple des préservatifs, en tout cas vous n'allez pas, ou vous n'aurez pas de relations sexuelles, vous allez pratiquer l'abstinence. Alors moi je ne sais pas si vous êtes capable de pratiquer l'abstinence à titre personnel, mais enfin on sait bien que les femmes françaises au 19e et 20e siècle ne pratiquent pas l'abstinence. Bon, elles ont quand même pas d'enfants. Alors c'est quand même très bizarre, il n'y a pas de pilule à l'époque. Ça veut dire qu'elles ont une sexualité dont le but n'est pas de faire des enfants. Je vous signale que c'est totalement interdit par la religion. Et que c'est un sujet qu'on ne peut pas étudier, parce qu'aucune femme, pratiquement, n'en a parlé. Même si vous avez trouvé peut-être un journal intime de temps en temps, ça ne suffit pas. Mais oui, c'est une explication qui nous manque, ça. Enfin, il faut quand même bien comprendre qu'à l'époque, bon, les hommes sont bêtes, mais quand même pas à ce point-là. Ils voient bien que leurs femmes ne font pas d'enfants. Ils voient bien donc que les relations sexuelles n'ont pas lieu dans la société dans le but de procréer. Donc si vous êtes catholique, que vous pensez qu'il faut croître et multiplier, qu'il faut faire l'amour dans le noir sans désirer son partenaire, que la seule justification morale au sexe, c'est la famille, vous dites qu'il y a un problème. Oui, je sais bien qu'à notre époque, c'est pas crédible, mais c'est le discours de la religion, hein. On va dire jusqu'au pape actuel, qui est le premier pape à peu près cohérent, quoi. Mais l'Église catholique a toujours prétendu qu'on avait des relations sexuelles pour faire des enfants. Et que surtout, il ne fallait pas y prendre de plaisir. Je vous rappelle que c'est pour ça qu'on a le mariage, hein, avec une seule personne à la fois. Parce que saint Paul a dit, bon, fréquenter les femmes, les gars, c'est pas terrible. Hein. Ça nous pollue. Ce sont des vases d'iniquité. Alors, si vous ne pouvez pas vous passer de la compagnie des femmes, parce que vous êtes faible, au moins, n'en prenez qu'une.
Et voilà, le mariage chrétien avec une seule femme à la fois a été pondu par un père de l'Église dont on pense qu'il était peut-être plus que misogyne, peut-être qu'il était plus intéressé par les hommes, on n'en sait rien. Mais vous voyez, c'est quand même très très bizarre comme façon de voir les choses. Évidemment, vous avez hoché la tête de dire c'est ridicule. Tout le monde sait bien en pratique que si vous ne désirez pas votre partenaire, c'est difficile d'avoir des relations, encore plus de faire des enfants. Mais c'est la thèse officielle de l'Église. Ouais, si on veut, on peut l'expliquer comme ça. Mais vous savez que le préservatif, il existe depuis la guerre de 100 ans. Hein. C'est les Anglais qui l'ont importé en France, on dit en France, et les Anglais prétendent qu'ils l'ont ramené de France. En anglais, comment on dit un préservatif ? Un condom. Et c'est une ville du sud-ouest. Et on faisait ça avec les vessies de porc, si vous voulez. Donc, se préserver, on peut le faire pour des buts hygiéniques. Vous voyez bien que le problème, c'est quand vous protégez, non pas par peur de maladie, mais pour ne pas faire d'enfants. Ça n'est pas religieux. Et comme par hasard, ça arrive en France, où le gouvernement est un gouvernement anticlérical qui fait la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc vous voyez qu'il n'aime pas la religion, en gros. Donc vous avez des déséquilibres qui vont très loin. Si la France est moins peuplée que l'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne n'est pas entrée dans la transition démographique. La France, oui, ça veut dire que la société n'est pas du tout la même. Il y a d'énormes différences. Sur ces questions-là, il y en a toujours. Vous voyez, en Espagne, par exemple, en ce moment, au moment même où je vous parle, il n'y a pratiquement pas d'enfants qui naissent hors mariage, c'est très rare. Et en France, c'est au moins la moitié. Donc les mentalités restent différentes en Europe d'un pays à l'autre. Hein. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des ressemblances, mais il y a des différences. Alors, des déséquilibres internes très vifs, ça veut dire qu'ils peuvent être dangereux. Alors, est-ce que vous avez noté un ou deux autres exemples très vite de déséquilibres ? Des économies très différenciées. Alors, l'Angleterre n'est plus le pays hégémonique de l'industrie. Voilà, ce qu'on appelait l'atelier du monde. Ça n'est plus. Il est dépassé par l'Allemagne et très loin derrière, il y a la France. Voilà, alors la France a toujours été le deuxième ou troisième pays le plus riche d'Europe et pratiquement jamais une grande puissance industrielle. Pour votre gouverne, sachez que la France a été une grande puissance industrielle à une seule époque, entre 1950 et 1975. Et à partir de 1975, on a désindustrialisé massivement. On a fait fabriquer ailleurs, on a acheté à l'étranger. On n'est pas un pays de tradition industrielle. Par contre, l'Allemagne, vous voyez, a réussi à battre l'Angleterre. Et s'il n'y avait pas eu les États-Unis pour être encore plus fort, ce serait l'Allemagne, la première puissance économique en 1914. Bon, alors il y a quand même un problème entre les pays qui ont des industries qui dominent le monde et d'autres pays qui n'ont pas d'industrie. Vous regardez l'Espagne, on n'en a même pas parlé dans le document, parce que voilà, c'est un pays qui apparaît comme une puissance secondaire et qui en plus n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. Pourquoi l'Espagne apparaît comme une puissance secondaire ? Ce qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'Europe, c'est un pays important. Mais tout d'un coup, à partir du XXe siècle, on ne parle plus de l'Espagne. À tel point que la plupart des Français, même, ne savent pas ce qui s'est passé dans la guerre civile espagnole. Hein. C'est pas intéressant. L'Espagne, elle disparaît de la scène mondiale tout d'un coup. Elle part dans les coulisses. Alors, ouais, pourquoi ? Elle a très peu d'industrie, et les quelques industries que vous avez en plus en Espagne sont très localisées. C'est Catalogne, Madrid, le Pays Basque. Et donc, de ce fait-là, l'Espagne apparaît comme un pays, mais sous-développé. Vous avez des images des années 30, on voit la voiture du roi d'Espagne dans un chemin, tirée par des bœufs, parce qu'il est tombé en panne, le pauvre. Bon, il n'y a pas de macadam, il n'y a pas de route. L'Espagne, vous voyez, prend un coup de vieux terrible à cette époque-là, parce qu'elle a raté le virage de l'industrialisation. Donc, vous voyez, le problème, c'est que l'industrialisation crée les moyens pour les pays industrialisés de dominer les autres. Ils deviennent beaucoup plus forts. C'est pas une question de courage ni de nombre de soldats. Et donc, il y a des pays qui sont en déclin. Alors, l'Espagne, c'est un bon exemple. Je vous rappelle que les Espagnols ont été donc chassés de leur empire colonial en Amérique. Par leurs propres enfants, en quelque sorte, mais aussi par l'intervention des États-Unis. Vous voyez que les Américains n'ont pas viré ni les Hollandais, ni les Français, ni les Anglais. Hein. On a toujours des Antilles de ces pays-là. Parce que ce sont des pays industrialisés aussi, qui ont des moyens de riposter. Mais l'Espagne ne peut pas lutter contre les États-Unis parce que ce n'est pas une puissance économique. Il y a l'Espagne qui a essayé en 1918, non ? Elle est ? Il y a l'Espagne qui a essayé de faire une guerre contre les États-Unis. Non. En 1898, c'est les États-Unis qui ont fait une guerre contre l'Espagne pour la chasser de Cuba. C'est quand même, faut pas. Hein. Qui est l'agresseur ? C'est pas l'Espagne. Hein. C'est les États-Unis qui ont agressé l'Espagne, puis le Mexique. Par contre, en 1914, les Allemands ont proposé aux Mexicains d'entrer en guerre contre les États-Unis pour leur rendre le Texas et les territoires. Mais c'est une manipulation des services secrets anglais d'avoir révélé cette affaire. C'était pas sérieux. Les Mexicains ont beaucoup de défauts, mais ils sont pas complètement fous. Et jamais les Mexicains n'auraient attaqué les États-Unis.
Enfin, à part Hitler, personne n'attaque jamais les États-Unis. C'est le premier pays du monde. Alors quand vous êtes Mexicain, encore moins. Vous savez très bien que vous allez perdre. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les États-Unis qui avaient donné un ultimatum à l'Espagne et l'Espagne, elle a accepté quand même du pouvoir. J'entends pas. L'Espagne? Et les États-Unis avaient donné un ultimatum à l'Espagne. Oui. L'Espagne a accepté quand même. Ben oui, elle n'a pas le choix, c'est ce qu'on est en train de dire. Si vous voulez, les Espagnols ne peuvent pas dire est-ce que j'ai envie d'obéir ou pas, est-ce que je peux résister ou non. Non, parce qu'ils n'ont aucune chance. Alors que la puissance britannique, la puissance française à l'époque permettrait d'envisager une guerre. Donc les pays industrialisés, on les respecte, les pays pas industrialisés, on les respecte moins. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est un peu le problème de l'arme nucléaire, si vous voulez. Une puissance qui a l'arme nucléaire, on peut faire pression sur elle, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'elle peut quand même se défendre, même contre plus fort. Quelqu'un qui n'a pas de bombe nucléaire, non. Vous voyez? Bon, mais à l'époque, c'est l'économie. C'est le début, si vous voulez. C'est nouveau. Les gens ne se rendent pas compte. Enfin, c'est la première fois qu'ils réalisent que s'ils n'ont pas d'industrie, ils peuvent plus être une grande puissance. Donc, c'est le déclin de l'Espagne, de ce point de vue-là, en tant que puissance mondiale. Et notamment à cause de l'hostilité des États-Unis à l'égard de tout ce qui est hispanique. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui. Hein, parce que vous voyez que le monde hispanophone, c'est les voisins des États-Unis, et normalement les Américains devraient apprendre l'espagnol pour avoir des relations de bon voisinage avec leurs voisins, et ça reste moins à la mode que d'autres langues. Et en Louisiane, ils dépensent des sous pour que les enfants apprennent le français, alors que on sait que le résultat concret est presque nul, parce que les gens de Louisiane, même d'origine française, ils parlent de plus en plus anglais, ils sont dans un univers anglophone, bien sûr. Alors que si vous apprenez l'espagnol, ça peut être utile. Il y a pas mal d'Américains qui sont hispaniques, qui parlent dans la langue de tous les jours. Donc vous avez des déséquilibres, vous voyez, qui vont avoir des conséquences mondiales. Alors ce problème de nationalité en Europe, est-ce que vous avez un mot à dire? Ça c'est le groupe du fond. Ah oui, alors là. Vite fait. C'est pas nous ça c'est... Non. Ah, c'était vous ça. Le problème des nationalités en Europe... Oui, alors écoutez, tout le monde a vu Sissi impératrice, donc vous connaissez l'histoire. Oui. C'est une princesse bavaroise, Sissi, Elisabeth, hein, qui a épousé l'empereur François-Joseph, et dont on raconte la vie très romantique. Bah écoutez, regardez-le le film, dans la version avec Romy Schneider, qui est une très jolie femme en plus. Bon, et vous comprendrez un peu mieux ce qui se passe. En Autriche-Hongrie, il y a des Autrichiens et il y a des Hongrois, qui sont unis par une union personnelle, ils ont le même souverain, mais ensemble, les Autrichiens et les Hongrois, c'est même pas la moitié des habitants de l'Empire. Il y a plein d'autres peuples. Il y a des Croates, des Tchèques, des Roumains, tout ce que vous voudrez. Cet empire-là est très fragile, et il est le prétexte de la Première Guerre mondiale. En fait, le fils de Sissi, donc François Ferdinand, qui a inspiré le groupe de musique anglais que vous connaissez, Franz Ferdinand. Non, c'est pas tout. Bon, et pourquoi? Parce que c'est quand même à cause de sa mort à lui qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Hein. Bon, François Ferdinand, qui est l'héritier d'Autriche-Hongrie, c'est un jeune homme extrêmement moderne. Il trouve que c'est pas normal que les Croates, les Roumains soient des sous-hommes gouvernés par les Autrichiens et les Hongrois. Donc il rêve, s'il devient empereur un jour, de faire une réforme, transformer l'Empire en espèce d'États-Unis d'Europe centrale. Vous voyez, le modèle américain est tellement fort qu'on voudrait l'imiter. Et l'idée, ce serait que les Tchèques, les Croates, tous les peuples de l'Empire, ils auraient leur autonomie. Et il est assassiné par un Serbe. Alors pourquoi? Vous allez me dire, c'est bizarre. Parce que si cet empereur avait régné et qu'il avait donné l'autonomie aux Serbes de l'Empire austro-hongrois, eh bien ces Serbes-là n'auraient pas voulu quitter l'Empire pour rejoindre la Serbie indépendante. Donc souvent, les gens qu'on assassine, c'est pas les dictateurs les plus horribles, hein. C'est les gens gentils qui veulent faire des réformes. Parce que c'est des obstacles, les gens gentils. Si vous êtes un démocrate et que vous prévoyez de donner des droits à toute la population, ben vous enlevez à la population des raisons de se révolter. Donc les extrémistes feront des attentats contre vous. François Ferdinand est donc assassiné par un nationaliste serbe qui a peur que l'Autriche-Hongrie fasse des réformes et que ça empêche de créer une grande Serbie. Et quelques semaines après, la guerre mondiale va éclater à cause de ça. Mais il y a un temps de latence très long qui vous explique bien que c'était pas automatique cette guerre. Elle aurait pu être évitée. Bon, ensuite sur la question d'Orient et le déclintement, ça vous avez le temps de voir quelque chose? Alors, pour dire que de 1850 à 1914, l'Empire ottoman il a perdu beaucoup de territoires. Et ces territoires qui ont été perdus, ben, y a beaucoup de pays d'Europe qui veulent se les départager et qui les convoitisent, qui les convoitent
Il est convoitise. Non. Bon, disons que le déclin de l'Empire ottoman suscite les appétits évidemment des puissances